Bonsoir à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce mardi 1er juillet, la sortie officielle de l'A320 Néo ce midi sur le site de Saint-Martin-du-Touche. Le combat de sinistrés d'AZF pour le remboursement de leurs prothèses auditives. Et puis la conférence de rentrée du TFC, Olivier Sadran nous dévoile ses ambitions pour la saison 2014-2015. L'un des best-sellers d'Airbus, l'A320 Neo, a donc effectué son premier roll-out ce midi. Une première sortie avant la campagne d'essai en vol qui débutera en septembre. La mise en service de l'avion est prévue fin 2015. Marianne Ribaud et Alain Sorat. 38 mètres de long sur 36 mètres de large, la version du célèbre monocouloir A320 Neo effectue son premier roll-out. Cet avion de 80 tonnes est équipé d'une nouvelle motorisation qui réduit sa consommation en carburant. Il possède également des sharklets aux extrémités des ailes qui perfectionnent l'aérodynamisme de l'appareil. Nous gagnons en efficacité avec cet avion. Notre but était de réduire la consommation de carburant de 15%. C'est chose faite grâce à un nouveau moteur. Comme vous pouvez le voir, l'avion a des sharklets. Ces dispositifs permettent de réduire l'émission de CO2. Ils améliorent également l'aérodynamisme. L'A320 Neo peut accueillir jusqu'à 180 passagers. Avant son prochain premier vol qui aura lieu en septembre, il a déjà subi plusieurs séries de tests, d'appareillage et d'équipement. Il y a eu énormément d'essais qui ont été faits en avance de phase. On a fait pas loin de 250 heures d'essais sur des avions qu'on a déjà, sur des avions type 320, 321, où on a mis un peu toutes les nouveautés qu'on va introduire sur le Neo en avance de phase pour vérifier le comportement, la maturité et avoir un avion qui soit le meilleur possible. 52 compagnies aériennes, dont les low-cost AirAsia ou encore EasyJet, ont déjà pris commande. 2700 rien que pour ce fameux Neo. Airbus livrera ses premiers appareils fin 2015 au Qatar. 13 ans après la catastrophe d'AZF, une vingtaine de membres d'une association de sinistrés se battent pour le remboursement de leurs prothèses auditives. Aujourd'hui, une réunion entre Total, la CPAM et ses sinistrés a eu lieu. Le point sur la situation avec Marlène Canal. Ils étaient une dizaine ce matin à participer à la réunion avec Total et la CPAM au cabinet Montferrand, l'avocat de Total. Une dizaine de sinistrés, tous équipés de prothèses auditives suite à la catastrophe d'AZF. Un appareillage lourd qu'il faut renouveler tous les 4 ou 5 ans pour un montant d'environ 4 000 €. Pourtant, depuis quelque temps, certains ne sont plus remboursés comme c'était prévu depuis 2001. Il semblerait qu'ils aient pu aujourd'hui obtenir satisfaction pour les 3 points suivants. D'une part, le remboursement automatique des prothèses à chaque renouvellement, le remboursement des piles en une fois à chaque renouvellement et ensuite le choix de la capitalisation. C'est-à-dire que l'on puisse décider d'être remboursé à chaque renouvellement ou bien d'être payé en une fois de manière à être débarrassé des procédures multiples qui à chaque fois nous replongent dans la catastrophe AZF. Pour Total, ce n'est pas le principe d'indemnisation qui est en cause. Grande Paroisse s'étant engagée en 2001 à rembourser et à indemniser toutes les victimes tant qu'elles en auraient besoin. Il s'est trouvé que 13 ans après la catastrophe, le circuit des dossiers entre nous, entre Grande Paroisse et la CPAM et les assureurs a été un peu perturbé pour quelques dossiers. Je rappelle que le nombre de dossiers d'indemnisation, c'est 100 000 dossiers. Donc aujourd'hui, on parle de quelques dizaines ou une vingtaine de dossiers qui sont concernés sur un sujet très particulier, les prothèses auditives. Les victimes qui ont besoin d'un renouvellement de prothèses viendront présenter leur demande au cabinet Montferrand et là elles seront instruites dans un délai d'1 mois sur la base des expertises médicales et des dossiers d'indemnisation passés. Et s'il n'y a pas eu d'indemnisation définitive, elles seront remboursées de la totalité du coût de la prothèse, déduction faite de la part légale qui sera, elle, remboursée par la CPAM, d'ailleurs, ce qu'il y ait ou pas à faire à ZF. La mobilisation de ces sinistrés auditifs semble avoir fonctionné. Aujourd'hui, au nombre de 24, le petit groupe n'a cessé de comptabiliser chaque semaine des membres supplémentaires.
Comme dans de nombreuses communes de l'ouest toulousain, à Tournefeuille, les problèmes liés aux récentes inondations persistent. Sinistrés et habitants solidaires se mobilisent donc pour tenter d'accélérer les choses. Pour eux, la situation est de plus en plus difficile à vivre, comme a pu le constater Pascal Solaire. Une semaine après les pluies torrentielles qui se sont abattues à Tournefeuille, Claude Delcros est toujours sous le choc. 50 cm d'eau sont entrés au rez-de-chaussée de sa maison. Murs, meubles, électroménagers, vêtements, elle a quasiment tout perdu, comme beaucoup de ses voisins du quartier des Quéfettes, l'un des plus touchés par l'orage du 23 juin. Le quartier, il y en a certains qui ne sont pas du tout relogés parce que leur société de location n'a rien fait pour. Donc ils doivent se débrouiller. Nous, on a de la chance. On est relogé pour quelques jours et après on ne sait pas, à partir du 7, on ne sait pas où on va. J'ai téléphoné entre autres hier au CCAS et on m'a donné la même réponse qu'on a donnée à tout le monde. On nous a dit on vous contactera pour faire un dossier et on n'a strictement et pas du tout été contacté à l'heure actuelle. Des familles ont prévu de manifester demain matin devant la mairie pour demander davantage d'informations et un relogement provisoire, par exemple en mobil-home, plutôt qu'à l'hôtel. Du côté de la municipalité, on assure avoir communiqué les informations nécessaires dès le lendemain des inondations et que les sinistrés s'étant fait connaître via le centre communal d'action sociale et les bailleurs sociaux ont été relogés. 260 personnes ont été reçues à la mairie et ont fait une déclaration de sinistre en vue du classement en catastrophe naturelle demandé par la municipalité. Cet après-midi, j'ai un conseil d'administration du CCAS où là, nous allons voter globalement des aides financières. Un premier niveau sans étude de quotient familial, puisque tout le monde a besoin d'aide, en particulier pour remettre les véhicules en route. Il y a une franchise, je pense que nous prendrons en compte la franchise, on va l'étudier cet après-midi. Au niveau des biens mobiliers, en particulier tout ce qui est machine à laver, là aussi financièrement. Et ensuite, toujours pareil au cas par cas, il y a des personnes dont les situations vraiment sont encore plus difficiles avec des assurances, des contrats pas très, donc on prendra en charge, il est bien évident. Notre objectif, c'est absolument de ne laisser personne sur la route. Progressivement, la mairie proposera un relogement provisoire aux sinistrés, le temps d'effectuer les travaux dans leur habitation. Dans ce centre commercial, proche des quartiers qui ont été inondés, une collecte a été lancée pour les sinistrés. Vêtements, électroménagers. Isabelle Guridi, secrétaire de l'association des commerçants, stocke provisoirement les dons dans son appartement situé au Quéfettes. J'ai ouvert ma maison à tout le monde pour la cuisine et pour le linge, puisqu'il y a des mamans qui sont vraiment dans l'embarras le plus complet. Les assurances, on connaît leur réactivité dans ces cas-là, donc malheureusement, certains vont attendre un certain temps avant d'avoir ce qu'il leur faut pour vivre au jour d'aujourd'hui. Donc nous avons décidé de lancer une collecte pour parer au plus pressé sur les besoins en électroménager essentiellement. Samedi 5 juillet, les dons pourront être déposés dans une salle mise à disposition par la mairie. La redistribution aura lieu à partir de 14 h, également mercredi 9 et samedi 12 juillet dans la journée. Une vingtaine de personnes ont manifesté ce matin devant la préfecture. Ils dénoncent la probable fermeture de l'association Mosaïka, située à la Reinerie. L'objet de cette association est de défendre les droits des femmes. Les subventions allouées à cette structure ont été drastiquement baissées cette année, notamment celles de l'État. On écoute Monique Morin au micro d'Émilie De Freitas. Elle nous parle de Jamila, l'une des 2 salariées qui devrait prochainement être licenciée. Les financeurs ne veulent pas admettre, ils préféreraient qu'on se sépare d'elle, quoi. Voilà, vous n'avez qu'à la licencier, c'est pas compliqué. Et de prendre quelqu'un pas cher, voilà. Et nous, c'est pas notre politique. Cette femme, elle est vraiment presque depuis l'origine. C'est la seule qui parle. Elle est Jamila, elle est d'origine arabe. Elle parle l'arabe avec les femmes. Donc, on ne peut absolument pas se séparer d'elle. Enfin, il y a un côté vraiment inhumain dans ce qu'on nous demande comme décision. Alors que la Coupe du Monde bat son plein, c'est déjà l'heure de la reprise au TFC. Les joueurs ont débuté avant-hier leur stage de rentrée à Navata en Espagne. Aujourd'hui, le président du club, Olivier Sadran, a tenu sa traditionnelle conférence de presse d'avant-saison. Il y a notamment évoqué l'effectif, les ambitions du club et le niveau du championnat avec les stars PSG et Monaco. On l'écoute au micro de Samuel Prieur. Il tire tout le monde vers le haut, mais
On découvre ça en France, c'est bien, mais quand vous avez des leaders, ça tire toujours tous les autres vers le haut. Si on avait cette logique économique, je pense qu'on n'en serait pas là non plus. Et donc moi je suis ravi de voir que ces deux équipes ont amené beaucoup de dynamisme. La montée en puissance de Paris et de Monaco sont des éléments, de mon point de vue, très bénéfiques pour le football français. Pour un club comme nous, qui est un club de milieu de tableau, et c'est important de savoir dans la vie où on se situe. Ce qui est le plus important dans un premier temps, c'est d'être capable de pérenniser. Alors on le répète tous les ans, et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Notre probabilité d'être champion de France et de ramener un titre, on ne l'a jamais calculé de façon arithmétique, mais elle est quand même globalement assez faible. Donc on sait très bien qu'en matière d'émotion par le haut, ça passe par les coupes. Il y a des années où on a atteint les demi-finales, cette année on n'a pas atteint grand-chose, mais malgré ce que vous pouvez penser, c'est toujours un objectif premier pour nous. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a absolument reçu aucune offre sérieuse et digne de ce nom pour Serge Aurier. C'est un joueur excessivement talentueux, mais c'est un joueur qui a aussi besoin de progresser sur le plan tactique et sur le plan de la continuité. On ne lâchera jamais prise si les sommes ne sont pas en phase de nos attentes. Une rentrée en cache une autre. Tialata, Harry Nordoki, Palisson et Floud, 4 nouveaux joueurs du Stade Toulousain, ont été présentés à la presse ce matin. Après une dizaine d'années passées au Biarritz Olympique, Imanol Harry Nordoki, que vous voyez à l'image, nous explique la raison de sa venue à Toulouse. On écoutera ensuite Alexis Palisson, frustré la saison dernière par son peu de temps de jeu à Toulon. Oui, non, déjà c'était une belle opportunité pour moi, voilà, à 34 ans, me lancer un dernier challenge, un dernier défi, me prouver à mes coéquipiers, à mes nouveaux coéquipiers que je peux encore apporter quelque chose au haut niveau, voilà, envie de reprendre surtout du plaisir, de regagner des matchs et puis intégrer une équipe qui allait dans longue, ça m'a donné envie de rejoindre les rangs du Stade Toulousain. Voilà, j'avais envie de changer, voilà, d'entendre aussi un nouveau discours, voilà, justement de changer toutes mes habitudes, d'être attentif à la moindre consigne, voilà, comme quand on arrive dans une nouvelle structure. Hein, voilà, il y a une excitation aussi certaine qui est présente. Depuis tout petit, c'est vrai que je badais le Stade Toulousain parce qu'après, bon, c'est vrai que c'était un adversaire quand je suis passé en pro, donc à Brive et à Toulon. Et ouais, c'est vrai que j'ai toujours voulu, dans mes jeunes années, jouer au Stade Toulousain. Ouais, je joue gros, surtout j'ai pas envie de passer une saison comme l'année dernière à attendre de jouer. Ça a été un peu compliqué pour moi et j'ai besoin de temps de jeu. Comme j'ai dit, je suis jeune et j'ai vraiment envie de prendre du plaisir sur le terrain. C'est même pas une question d'orgueil c'est vraiment du plaisir, quoi. Donc quand je joue, je suis heureux dans ma vie, donc j'ai besoin de jouer et voilà, je suis très heureux d'avoir bien sûr signé au Stade Toulousain parce que vous le savez peut-être, mon papa et mon oncle y ont joué, donc j'ai grandi avec leurs souvenirs en rouge et noir. C'est ainsi que s'achève ce journal. Rendez-vous demain, même heure.